je peux vous dire que je suis parti de bien plus loin que n'importe qui. J'ai mis beaucoup de temps à parler de mon histoire. Je voulais me battre à armes égales avec les autres. J'avais pas envie d'utiliser mon histoire comme excuse. Ils ont la génétique, ils ont la chance, mais un mental, ça s'achète pas, les gars. Si t'as rien vécu dans ta vie, je suis désolée, on pourrait se dire, il a été épargné. Et ben moi, aujourd'hui, je sais pas. T'évolues beaucoup plus quand justement tu vis des choses difficiles. J'arrive plus à compter les personnes qui m'ont dit que tout ce que je faisais, ça servait à rien, que j'allais jamais y arriver. J'avais un physique qui était éclaté, que je ressemblais à rien, que j'étais beaucoup trop maigre. Aujourd'hui, t'es athlète professionnel, Kenny. C'est un truc de dingue. Quand les personnes disent oui, moi ça n'a pas été facile, c'était dur. Posez-vous cette question. Finalement, où vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ça ou c'est à cause de ça? Si c'est à cause, ça veut dire que vous n'avez pas switché dans la bonne manière de faire les choses. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de monsieur Kenny Privet, connu plutôt sous le nom de Kenny Privet IFBB Pro. C'est souvent ce qui ressort, c'est sa carrière professionnelle. Peu connaissent réellement son histoire, beaucoup connaissent sa droiture, son exigence, sa bienveillance, mais en même temps son côté j'y vais, j'envoie, marche ou crève, on va pas se mentir, mais très peu connaissent et savent d'où Kenny vient. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Ça va être difficile, surtout après le podcast qu'on vient de faire pour toi. J'ai mis beaucoup de temps à parler de mon histoire. Et il y avait une raison là-dessus, c'est que je voulais me battre à armes égales avec, avec les autres. Et j'avais pas envie d'utiliser mon histoire comme excuse, peut-être, pour le fait que je n'y arrive pas à mon objectif. Donc c'est vrai que j'en ai parlé bien après avoir réussi à passer professionnel dans le bodybuilding. C'était, en plus d'être mon but, c'était mon rêve ultime. Et je peux vous dire que je suis parti de bien plus loin que n'importe qui. Je suis né le 3 octobre 1992. Euh, j'ai eu à ma naissance un torticolis congénital, c'est-à-dire que les muscles de ma nuque à mon bas du dos, du côté gauche, ont été complètement déchirés. J'ai eu un nodule au niveau de la nuque, ce qui m'a fallu environ 7 ans de rééducation intensive. Ma mère ne voulait absolument pas qu'on m'opère. Tous les médecins voulaient me faire passer par cette case opération. Mais les personnes qui s'occupaient de moi à ce moment-là ont dit à ma mère que c'était possible de faire une rééducation et que possiblement je réagisse de la bonne manière et finisse comme un enfant normal, on va dire, par la suite. Chose qui a été, on va dire, réussie, mais je pense pas uniquement grâce à la rééducation, car j'ai terminé ma rééducation à 7 ans environ. Ça reste un chiffre parce que ça reste très vague pour moi cette période. J'ai quelques souvenirs après discussion avec mes parents qui restent en fait uniquement de la douleur. Et des endroits en fait où je devais aller et que j'avais peur d'aller parce que je savais que j'allais souffrir. Et j'ai fait du foot depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à 4 ans. Donc j'ai toujours été sportif, même avec la tête de travers, parce que du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que avec le torticolis congénital, le problème que j'avais, c'est que du coup, vu que les muscles du côté gauche de mon corps étaient déchirés, j'avais la tête de travers comme ça, et pour moi et pour mon cerveau, j'avais la tête qui était droite. Donc de me mettre droit comme ça, en fait, ça me demandait un effort et ça me paraissait hyper bizarre. Parce que si tu veux, quand je redressais la tête, c'est comme si dans mon cerveau, j'étais comme ça. Et j'avais le même ressenti, tu vois, au niveau de la nuque, au niveau de la vision. Donc c'était très dur. Et je me rappelle d'un détail d'ailleurs, quand je revenais de la rééducation avec ma mère en voiture, elle me mettait une casquette et elle me demandait à chaque fois de me dire comment moi je trouvais ma tête droite. Et une fois que j'avais mis ma tête droite, de regarder le trait de ma casquette pour voir comment il était. Et je me souviens que je me sentais droit et ma casquette était tout le temps de travers. Et c'est là où vraiment je prenais conscience, parce que j'avais moins de 7 ans, que j'avais peut-être un problème et qu'il fallait que je règle. Après, moi, ça restait vraiment un problème esthétique finalement, parce que c'est juste le fait que j'avais la tête de travers. Mais à aucun moment, à ce moment-là, je prenais conscience que j'avais des grosses faiblesses au niveau du dos. Et j'ai pris cette conscience au fur et à mesure
de ma carrière, on va dire comme ça, de quand je faisais du foot, parce que j'ai eu énormément de blessures. J'ai fait du foot de mes 4 ans à mes 17 ans et j'ai eu, j'arriverai même pas à compter, mais beaucoup, beaucoup de blessures où ça m'a bloqué le dos, où j'avais des grosses douleurs au niveau de la nuque. Par exemple, j'étais un attaquant qui était très grand, déjà à 10 ans. Je dépassais la moyenne, de taille de tous mes copains et j'étais attaquant et j'étais le dernier qui allait mettre une tête. Parce que je savais que si je prenais le ballon de la tête, ça allait me faire des douleurs horribles au niveau de la nuque. Par contre, j'associais pas encore que ces douleurs venaient du problème que j'ai eu à ma naissance. Je pense que mes parents ont bien joué leur rôle de ne pas mettre le doigt dessus, le doigt sur ce problème que j'ai eu en étant petit et de pas me dire que j'avais peut-être un problème, un handicap. Parce que du coup, bah, j'en étais pas conscient. Et donc, pour moi, j'étais un enfant qui était tout à fait normal. Et à chaque petite blessure que j'avais, finalement, bah, j'étais blessé, il me fallait un temps d'adaptation. Dans ma tête, j'allais revenir et puis on repartait de plus belle. Sauf qu'au niveau de mon dos, bah, j'étais beaucoup plus faible que les autres. Je pourrais plus dire l'âge exact à laquelle j'ai eu un gros contact. J'ai fait un amorti de la poitrine, en fait. Et la personne qui devait me prendre, en fait, elle a fait enfin, elle voulait faire du coup un amorti du genou. Donc j'ai sauté en l'air. Cette personne-là aussi, elle était dans mon dos. Et j'ai reçu son genou en plein milieu de mon dos. Et je suis tombé vraiment sur le dos au sol. Et ça m'a fait un choc tellement violent que je ne pouvais plus bouger. Je me rappelle que là, toute mon équipe, les entraîneurs, les spectateurs, tout le monde criait: «Mais lève-toi, allez, continue!» Et en fait, j'avais une bulle d'anesthésiante. Tu sais, comme si, l ça me faisait vraiment un bruit bizarre, comme si je voulais bouger, mais c'était impossible de bouger. J'étais bloqué au sol. Je me rappelle être sorti sur civière, et suite à ça, je suis resté, 6 mois bloqué, dans mon lit avec le dos bloqué. Où là, j'ai fait plusieurs, séances intensives du coup à l'hôpital et une personne du corps médical m'a lancé une phrase qui pour moi aujourd'hui, peut être très violente selon les personnes. Elle m'a dit que si, dans les mois à venir, je commençais pas la musculation, j'allais terminer ma vie en chaise roulante. Donc, en gros, elle me disait d'aller en salle de musculation pour muscler mon dos, pour éviter ce genre de blessure et pour éviter de terminer ma vie en chaise roulante. Je pense, avec le recul, que c'est très dangereux de lancer une phrase comme ça, parce qu'on ne sait pas qui c'est qu'on a en face de nous et il y a des personnes qui peuvent réagir à cette phrase, très mal et finir leur vie en chaise roulante la semaine qui suit. Ça a pas été le cas pour moi parce que je pense que je conscientisais pas la dangerosité de la faiblesse que j'avais au niveau de mon dos et j'ai pris un abonnement en salle en même temps que je faisais encore du foot parce que encore à l'heure d'aujourd'hui, le football, j'adore ça et je pense encore à l'heure d'aujourd'hui, si je croise des copains d'école ou des copains avec qui je faisais le foot et qui ne connaissent pas le parcours que j'ai eu par la suite lorsqu'on s'est perdu de vue, si je leur dis que j'ai arrêté le foot, ils me croient pas. Tellement j'étais accro au foot, c'était vraiment, à midi, j'allais jouer au foot avec mes potes. Le soir, avant de rentrer de l'école, j'allais jouer au foot. C'était vraiment toute ma vie. Et j'ai commencé la muscu parce qu'on m'a conseillé de faire de la musculation pour faire le dos. J'ai repris le foot après ces 6 mois, mais j'ai eu une autre blessure. Je me suis déchiré les ligaments des chevilles, de la cheville, ce qui m'a valu, je crois, 3 mois aussi d'arrêt. Et je suis un compétiteur. Je n'aime pas perdre, je n'aime pas être nul dans ce que je fais. Et c'est vrai que c'était très dur pour moi de reprendre mon niveau au foot. Alors, j'étais pas du tout un footballeur professionnel, mais je ne pouvais pas, jouer en dessous du niveau que j'avais lorsque je jouais à l'époque, au foot et j'arrivais pas à me remettre dans le bain. J'avais mes coéquipiers qui étaient bien plus forts que moi à ce moment-là et j'arrivais pas à rattraper ce retard que j'avais pris pendant ces 9 mois, une année, où je m'étais pas entraîné et à côté, du coup, j'ai commencé la musculation et moi, c'est tout ou rien. Donc j'ai décidé d'arrêter le foot. C'était très dur. Je pense aussi dur que d'arrêter ma carrière,
de body. Et du coup, j'ai démarré à 100% la musculation parce que j'avais pris goût à ça, mais sans aucune arrière-pensée. C'est juste que, vu que je suis quelqu'un qui c'est tout ou rien, je voulais pas faire du foot pour le plaisir, parce que j'arrive pas à faire un sport pour le plaisir. Du coup, j'ai commencé la musculation à 100%. Euh, à ce moment-là, j'avais 17 ans, 17-18 ans. Il faut que je dise aussi une autre chose, c'est qu'en plus de ce problème de torticolis congénitale à ma naissance, j'ai eu une croissance qui a été extrêmement développée beaucoup trop rapidement. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Et j'ai, au niveau de la cage thoracique, ce qui s'appelle un pectus extravacum. J'ai envie de dire assez prononcé, parce que lorsque j'ai pris conscience de ça, évidemment, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner en salle de musculation. On a des miroirs partout, du coup, on prend aussi conscience du physique qu'on a. J'étais extrêmement grand et extrêmement maigre. Et c'est vrai que j'ai commencé à voir que je prenais un peu des épaules, un peu des bras, mais que mes pecs ne se développaient pas. Et c'est là où j'ai vu que j'avais aussi une malformation au niveau de ma cage thoracique. Pour expliquer un peu, les côtes, au lieu de faire un ovale, en fait, elles rentrent à l'intérieur et elles ressortent. Parce que j'ai grandi trop vite et les côtes n'ont pas pu suivre, ce qui fait que j'ai un trou ici, où je mets le doigt. Et c'est encore un gros désavantage par rapport au sport que j'avais envie de pratiquer par la suite, le bodybuilding. Car le bodybuilding est très axé sur la génétique, vous le savez. Il faut avoir une bonne génétique pour ensuite, derrière cette bonne génétique, travailler comme il faut pour espérer quelque chose. Et en plus d'avoir une déchirure de naissance au niveau de mon dos sur les muscles, d'avoir une malformation au niveau de ma cage thoracique, je partais pas avec les mêmes armes que tout le monde dans ce sport, qui est un sport où on est jugé par des êtres humains, on est jugé sur notre structure esthétique et physique, où il y a des critères de beauté qui sont aussi en jeu. Donc j'en étais conscient, mais au fond de moi, j'étais convaincu qu'avec du travail, un jour ou l'autre, ça allait payer. Je sais pas comment je peux penser comme ça aujourd'hui quand je vois les niveaux qu'il y a. Mais j'ai des souvenirs, tu sais, quand j'ai commencé la musculation et que je voulais absolument me créer un physique où avant j'allais en scooter en salle. Et durant le trajet du scooter, on est, on est En avec hypnose. ça en hypnose complète. Et en fait, je me disais, j'ai pas envie de vivre ma vie en faisant n'importe quoi. Parce que j'avais. À ce moment-là, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'étais très bon aux jeux vidéo, j'étais très bon à FIFA. Et j'avais des amis qui étaient dans les jeux vidéo. Ces amis-là, c'était pas des. Comment on peut dire ça? C'était pas des bonnes personnes ou Fréquentation. des bonnes fréquentations. Ces personnes-là sortaient beaucoup en boîte de nuit. Elles buvaient beaucoup d'alcool. C'est aussi pour ça que, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis pas quelqu'un qui n'aime ce monde de la nuit. J'aime pas l'alcool. J'ai du mal avec les personnes qui boivent de l'alcool. Et Qui fume et qui se drogue. qui fument et qui se droguent. La totale. Ça, c'est quelque chose. Ça en est pareil. Pour moi, c'est quelque chose que j'accepte pas, tout comme le mensonge. J'ai un gros problème avec le mensonge. Mais pour en revenir à ça, lors de mes trajets en scooter, je me disais comme quoi j'ai pas envie de faire comme eux, comme toutes ces personnes, à perdre du temps, à attendre le week-end pour profiter de la vie. Moi, j'avais envie d'être, de faire, enfin, en fait, tout ce que j'allais entreprendre dans ma vie, j'avais envie qu'il y ait un but derrière. Mon but à ce moment-là, c'était de me construire un physique. Et pour se construire un physique, j'étais déjà conscient qu'il fallait être carré sur tout ce que j'allais mettre en place. C'est-à-dire mon repos, mon alimentation, mes entraînements. Et j'avais pas envie de perdre du temps dans ma vie. C'est-à-dire que, à ce moment-là, j'étais en apprentissage, donc je travaillais. Mais je me disais que toutes les secondes qui passaient dans ma vie, il fallait qu'elles soient productives pour atteindre un jour un objectif. C'est comme si j'avais déjà conscience qu'à ce moment-là, j'avais 17 ans, hein, il fallait que je construise un bâtiment en mettant brique par brique. Et je mettais de côté les problèmes que j'avais au niveau physique. Euh, je pense que... Il y avait un déni, quelque part, non? Ouais, peut-être. Mais très bien, parce que c'est ce qui t'a permis d'y arriver. Ouais. À aucun moment, je me suis dit que c'était pas possible. Et je peux vous dire que j'arrive plus à compter les personnes qui m'ont dit que tout ce que je faisais, ça servait à rien, que j'allais jamais y arriver.
que c'était beaucoup trop dur et qu'en plus, que j'avais un physique qui était éclaté, que je ressemblais à rien, que j'étais beaucoup trop maigre. Je peux vous dire que je les ai entendus passer, mais ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Parce que Ça t'a même stimulé, toi, dans ton cas. stimuler, je sais pas, parce que ça blesse tout le monde. Et je peux Ouais. pas dire que ça m'a pas blessé. Non, mais tu peux aller puiser là-dedans en te disant, bah, tu sais quoi? Alors, je le fais pas pour toi, mec, mais en attendant, moi, je vais y arriver. Ouais. Même si toi, t'en es pas convaincu, moi, je le sais. T'as toujours été convaincu, hein, moi, depuis que je te connais. J'ai toujours été convaincu et j'ai démarré aussi la musculation une année avant mon frère. Mon frère m'a rejoint après une année et c'est là où j'ai pu voir justement que on n'était pas tous égaux avec les armes sur le terrain. J'ai fait une année avec mon frère, donc moi j'avais 2 ans de pratique, mon frère une année et il était 10 fois plus balèze que moi à tous les niveaux, en force, en volume, en physique. Moi je ressemblais toujours à rien après 2 ans. Lui il avait un physique de fou. Et c'est là justement où j'ai compris la puissance de la génétique. Mais j'ai jamais lâché et je me suis dit, bah, peut-être que j'allais mettre un peu plus de temps que lui, un peu plus de temps que n'importe qui d'autre, mais que j'allais le faire parce que bah, j'avais décidé de tout mettre en place pour y arriver. Et du coup, j'ai toujours pas fini. Mais sur ce scooter, à chaque fois que j'allais en salle, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais plus perdre de temps parce que mon alimentation, elle est bonne, mes entraînements sont bons et je sais que jour après jour, je suis en train d'évoluer. Et en fait, à aucun moment, j'ai loupé une seule séance. À aucun moment, j'ai failli à ma diète. Euh, je savais où je voulais aller. J'avais établi un plan et j'avais tout mis en place pour y arriver. Quand est-ce que ça allait payer? Ça, je sais pas. Mais je mettais de côté les problèmes que j'ai eu de naissance et j'avançais vers mon but, que je savais pas encore que c'était de devenir professionnel, mais bah, par la suite, ça s'est dessiné petit à petit. Et j'ai réussi à devenir champion suisse sans coach. Donc, c'était déjà une grosse étape pour moi. T'avais quel âge, là? J'ai commencé la musculation donc à 17 ans. Et ça devait être vers les 18-19 ans où j'étais encore en apprentissage et j'ai commencé à avoir des problèmes de vision du jour au lendemain. J'étais à l'école. À l'école. Je sais pas, c'est l'accent suisse. À l'école? J'étais à l'école sur mon cours d'apprentissage. Et j'étais dans un cours où le prof, franchement, je l'adorais. Et il croyait que je me foutais de sa gueule parce que j'arrivais pas à lire au tableau. Il m'a rapproché tout devant pour que j'arrête de faire le con, alors que je faisais vraiment pas le con. Et je n'arrivais même pas à lire tout devant le tableau. Et là, il m'a expulsé des cours. Il m'a mis des heures d'arrêt. Donc, je suis rentré chez moi. J'ai expliqué ça à ma mère. Et elle m'a pris rendez-vous directement à l'hôpital des aveugles pour contrôler ma vue. Et c'est là où, du coup, j'ai appris que j'avais aussi une malformation au niveau des 2 cornets. Et ça, tu l'avais depuis la naissance? Parce que c'est probablement ce que les gens vont se poser comme question, donc je te la pose. Eh ben, en fait, je peux pas le dire. Personne ne le sait. À l'hôpital, on me dit comme quoi ça viendrait d'un frottement des yeux. Alors, moi, Donc, quand on se frotte les yeux quand on se comme frotte ça? les yeux, moi, je suis allergique au pollen, très fort. Ouais. Ma Mais mère, beaucoup de monde, hein. oui, ma mère m'a dit que quand j'étais petit, je me frottais énormément les yeux. Pourquoi c'est pas venu à ce moment-là? On peut pas le dire. Je jouais énormément aux jeux vidéo. Pour moi, ça venait de là. Parce que, encore une fois, je jouais pas aux jeux vidéo pour le plaisir. J'ai été numéro 1 suisse pendant 4 ans à FIFA. Donc, je donnais ma vie à chaque match. Et je sais que quand on joue 12 minutes, un match dure 12 minutes. Lorsque je jouais un match de 12 minutes et que j'étais très focus, très concentré sur l'écran, Tu clignes très peu. on cligne très peu des yeux, on est attiré par l'écran. Et je me dis que ça peut être aussi une Ils cause. t'ont dit quoi, les médecins, par rapport à ça? Ils disent que c'est lié au frottement. Ils disent que c'est pas lié aux écrans. Ok. J'ai envie de dire, on saura jamais. Je Ouais. saurais Ils savent même pas, quoi. Enfin, personne ne sait. Voilà, personne ne sait. Ça s'appelle un kératocone, si jamais. J'ai ça aux 2 yeux. Normalement, c'est un seul œil. Moi, j'ai les 2, évidemment. Tout ou rien. Et Ouais, c'est Kenny. C'est Kenny. ce qui me... Enfin, à cause de ça, j'ai une cécité qui est quasi totale, car lorsque je fais les tests de vision sans lentilles, sans lunettes, sans rien, je suis à 0% de l'œil gauche et à 5% de l'œil droite. Donc autant vous dire que je vois la vie complètement floue. Avec des lunettes, ça me soulage uniquement le fait de ne pas avoir des maux de tête. Donc avec des lunettes, je vois 10% de l'œil gauche et 15% de l'œil droite. Donc autant vous dire que je vois rien du tout. Par contre, avec mes lentilles, je vois quasiment à 100%. Je suis à 80% de l'œil gauche
100% de l'œil droite. Donc, j'arrive à gérer mes journées avec le temps où je dois gérer mes lentilles, car ce pas des lentilles que je peux porter 24 heures sur 24. C'est des lentilles sclérales qui sont épaisses, que je dois nettoyer chaque matin, chaque soir. Qui Donc, t'irrite la paupière. qui m'irritait la paupière lorsque j'étais en préparation. Ah, c'était horrible, ouais. Et moi, je me rappelle, je peux me permettre, Bien sûr. je me rappelle, Kenny, on arrivait en fin de journée, il avait du pus dans les yeux, des infections. T'as été souvent quand même sous antibiotiques parce que après en prépa, on n'en parle même pas parce que personne peut imaginer au final. Je pense qu'il faut vraiment vivre avec toi pour se rendre compte. Finalement, il faut partir du principe que dans une journée, Kenny ne voit pas 50% de sa journée. Ou en tout cas, pas totalement. Il n'est pas aveugle, parce que quelqu'un qui est aveugle n'accepterait pas qu'on dise qu'il est aveugle, parce que ce n'est pas le cas. Il ne voit pas noir. Il voit tout, mais rien n'est clair, je peux vous le dire. Je peux vous dire, quand je dois nettoyer la table derrière lui, je peux vous dire qu'on voit qu'il ne voit pas. Mais vraiment, il ne voit aucun détail, il ne voit rien. Donc, et ça, déjà, pour quelqu'un de lambda, quand je dis lambda, je mets personne en bas. Hein. Je dis juste que Kenny est devenu professionnel dans sa discipline. Et rien que pour un quotidien déjà d'une personne standard, c'est hyper compliqué. Mais le mec, il fallait qu'il aille viser encore plus haut. Et ça, il l'avait jamais dit. Et ça, moi, je trouve... En tout cas, moi, il a toute mon admiration. Parce que moi, je l'ai vu et il n'en parlait jamais. Personne ne savait dans les compétitions qu'il voyait rien. Le mec, il était au TAN, il voyait rien. Il voyait pas devant lui. Des fois, il passait sur scène. Et ensuite, il fallait attendre toute la journée pour revenir le soir. Et lui, ses lentilles, il peut les porter. Enfin, c'est à toi de le dire, mais il a un temps précis pour porter ses lentilles. Parce que s'il les porte trop longtemps, ça lui irrite les yeux. Sans compter que sans hydratation, c'est encore pire. Enfin, c'est à toi de le dire, mais ça, il n'y a personne qui peut imaginer. J'ai fait des scènes comme un aveugle. Merde. C'est la vérité. Quand on passe chez les pros, la différence avec les amateurs, c'est qu'on fait le premier passage le matin et qu'on fait les finales le soir. Donc, quand je me qualifie le matin et que je dois me présenter le soir en finale, je monte sur scène sans mes lentilles et du coup, je vois rien du tout. C'est vraiment, je monte sur scène comme un aveugle. Il connaissait son posing. Hein. Voilà. Ah là, je peux rien voir. Mais par contre, ça lui a développé une conscience aussi et un côté justement, là où ça nous rejoint, c'est que moi, je connais personne qui voit aussi bien que Kenny. Je pense que j'ai aussi une vision de moi-même dans l'espace qui est extrêmement poussée. Incroyable. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple. Déjà sur le posing, j'ai jamais eu de prof de posing. Je l'ai toujours appris moi-même. J'ai pu le changer. Je peux changer mon posing d'une minute à l'autre sans problème. Sans problème, ouais. Et je peux voir un posing de bikini et l'effectuer en 2 minutes. C'est comme ça que tu m'as appris à faire le mien. Hein. Exactement. D'ailleurs, c'est Kenny qui m'a appris mes pas, si jamais. Lui, il a une... Et pour vous dire, quand il allait en compétition, vu qu'il devait économiser ses yeux, on allait prendre l'avion, le mec, il n'avait pas d'œil, il ne voyait pas. Donc, aller prendre l'avion, il faut regarder les numéros et tout. Bon, moi, j'étais avec toi. Hein, mais aux États-Unis, j'étais tout seul. Hein. Ouais, aux États-Unis, tu étais tout seul. Mais pour t'économiser, parce que... Obligé. En fait, il devait faire des choix. Et il ne pouvait pas garder 12 heures de temps ses lentilles. Donc, en fait, tout le trajet, du coup, l'aéroport, même des fois les transferts, les transferts d'avion et tout, tu as presque tout le temps fait ça qu'avec tes lunettes. Ouais. Alors que tu n'as pas une visibilité totale. Et tout ça, c'est tellement admiratif et personne ne peut imaginer. Je peux vous dire que ça vous apprend à garder votre calme, surtout lorsque vous êtes aux États-Unis. Lui, il parle de calme. Mais c'est vrai pour ça. Aux États-Unis, quand j'ai dû faire le vol retour et qu'on a eu un problème technique dans l'avion, 2 heures de retard, et puis que je loupais mon avion, de demander à aller ce qui se passe. J'étais à l'aéroport à Atlanta. C'est un des plus grands des États-Unis. Je peux vous dire que quand vous voyez rien, que vous devez vous démerder dans une langue qui n'est pas la vôtre, il faut savoir garder son calme. Ouais. Non, mais tu sais très très bien garder ton calme dans des situations... Où j'ai pas le choix. Mais je pense que c'est comme beaucoup de monde. Tu sais, les gens nerveux, en fait, ils sont nerveux pour des broutilles. Quand il faut gérer, t'es totalement calme. Et du coup, c'est vrai que j'ai réussi à devenir athlète professionnel en apprenant à cacher mes défauts. Parce que je peux vous dire que j'en ai énormément sur mon physique. Et dans le monde du bodybuilding, des défauts comme ça, je peux vous dire que vous êtes remis en place directement et ça passe pas. Donc, c'est vrai que j'ai dû faire j'ai dû faire un gros travail sur mon posing. J'ai dû faire un gros travail sur certaines zones musculaires que j'ai sur mon physique pour rentrer dans les critères des men's physiques. Et
Et je pense que lorsque j'ai démarré la musculation, si on me disait là où j'ai réussi à aller aujourd'hui, T'aurais pas cru. jamais je l'aurais cru. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je pense que ce qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui, c'est ta détermination. Parce que tu sais, les retours juges, tout le monde les a. Mais toi, quand on t'a dit à un moment donné, c'était, t'avais pas assez d'eau, putain, mais t'y as été, quoi. Enfin, t'as cravaché pour y arriver. T'as tout donné, en fait. Et finalement, à chaque fois que t'arrivais sur scène, tu pouvais pas t'en vouloir de pas avoir fait assez parce que tu faisais toujours exactement ce qu'on attendait de toi. Et c'est bizarre de dire ça, mais c'est un constat qu'on a fait aussi tous les deux. C'est que finalement, ben, les personnes qui ont une génétique, ils ont la génétique, ils ont la chance à ce niveau-là. Mais un mental, ça s'achète pas, les gars. Un mental, ça s'achète pas. Si t'as rien vécu dans ta vie, je suis désolée. Tant mieux. Enfin, si t'as rien vécu de grave, moi je trouve que c'est tant mieux. Enfin, entre guillemets, on pourrait se dire, tiens, il a été épargné. Et ben moi aujourd'hui, je sais pas. Moi, je trouve que en fait, t'évolues beaucoup plus quand justement tu vis des choses difficiles. Avec l'expérience des personnes que j'ai pu accompagner, en tout cas, je peux vous dire que les personnes qui ont un vécu, elles ont un mental de fou furieux. Et lorsqu'elles ont un objectif, Il y a rien. il y a rien qui peut leur empêcher de l'atteindre. Et au contraire, j'ai vu des personnes avec des génétiques de De fous dingue. furieux Ouais. et qui derrière le mental ne suit pas. Et en fait, on peut pas aller atteindre des objectifs si le mental ne suit pas. Et c'est vrai que Mais ces personnes, tu peux même pas leur en vouloir parce qu'en fait, c'est pas de leur faute, tu vois. non. Il faut, tu vois, enfin, tu peux même pas les acclamer. Tu peux juste dire c'est dommage. Mm. C'est dommage. Mais Le constat que c'est ma mère ou c'est toi qui avais fait ce constat parce que il faut quand même dire que j'ai pas fait qu'une ou deux compétitions, j'ai fait 24 préparations. Euh, Franchement, j'ai un respect énorme pour une personne déjà qui va au bout d'une préparation. Parce que je sais ce que c'est. On sait ce que c'est. C'est un combat contre soi-même qui est extrême. Et, euh, et c'est vrai qu'il me semble que c'est avec ma mère que j'en parlais, qu'elle me disait, mais en fait, c'est normal que tu en aies fait 24, que tu aies réussi 24 préparations, parce qu'en fait, tu as passé les 7 premières années de ta vie à souffrir. c'est ta maman. C'est pas moi. Ouais. Mais bien sûr. Donc finalement, Toi, d'être en souffrir, préparation... c'est une zone de confort. C'est normal de se battre pour obtenir. Et c'est là où enfin, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Posez-vous cette question. Quand les personnes disent oui, moi, ça n'a pas été facile, c'était dur. Posez-vous cette question. Finalement, où vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ça ou c'est à cause de ça? Si c'est à cause, ça veut dire que vous n'avez pas switché dans la bonne manière de faire les choses. Quand il nous arrive des merdes dans la vie, il faut transcrire cette négativité et la mettre en lumière positive. Ça veut dire que vous devez apprendre, vous ne devez pas subir. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous le dis parce que vous êtes la seule personne qui peut changer les choses. Je vais rajouter un truc. Quand je suis allé pour la première fois à l'hôpital et que j'ai appris ce que j'avais, j'ai ma mère qui était avec moi. Et, ça m'a marqué après coup parce qu'on est allé manger après ce rendez-vous médical où j'avais appris justement que j'avais un double kératocone du coup aux deux cornets et ma mère était effondrée. Euh, ou bien c'était quand je devais me faire opérer. Enfin bref, parce que je me suis fait opérer dans des deux yeux qui a atteint un stade Irréversible. irréversible et dangereux où je devais faire une opération pour geler cette cornée pour pas que Elle évolue. elle évolue encore plus et que là je devienne Aveugle, du coup. Lorsqu'on a appris cette nouvelle avec ma mère, c'est vrai qu'on allait manger par la suite et puis moi j'étais déjà lancé là par contre dans le mode compétition. Tu étais déjà donc dans le monde du body. Pour moi je me préparais, j'avais envie de faire de la compétition. Et je me souviens en fait avoir mangé avec ma mère qui était dans tous ses états. Et en fait, moi, ma seule envie à ce moment-là, c'était d'aller m'entraîner. Mais vraiment. C'était ton moteur. Et heureusement que tu avais ça. En fait, je me Imagine suis si dit- tu n'avais pas eu ça. Mais je me suis juste dit, à ce moment-là, j'ai deux choix. C'est soit je pleure, Ça, je sombre. soit je pleure et je rentre Ouais. chez moi et je fais plus rien de ma vie. On a tous ces deux choix. Ouais. Soit je continue et je pète tout. Et je suis allé m'entraîner, j'ai tout pété et ma vie, elle a continué. J'avais ce problème, ok, mais on fait avec. Et on avance. Aujourd'hui, tu es athlète professionnel, Kenny. Mm. C'est un truc de dingue. Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit
moi, j'ai cet objectif-là, et si je l'atteins, j'aurai vraiment atteint pour moi le summum. Et après, tu as quand même voulu poursuivre, et moi, je t'ai toujours suivi, Je l'avais dit, pour ça. aller voir. Ouais, pour aller voir. Et à chaque fois que tu étais déçu, je revenais, je te remettais la réalité et je te disais, n'oublie jamais que ton rêve ultime, c'était d'être athlète professionnel, et aujourd'hui, tu l'es. Et tu le seras jusqu'à ta mort, tu vois. Moi, en tout cas, je suis très admirative de ce parcours-là, et tu le sais. Tout le monde sait que je suis tombée amoureuse de l'âme de Kenny. Et en fait, ce qu'il vient de vous expliquer comme histoire, c'était un peu, et ce que moi, je viens d'expliquer aussi dans le podcast précédent, du coup. C'est notre première rencontre. Et en fait, c'était exactement les heures qui ont suivi notre premier repas ensemble, qui était à la base Un plan cul. un plan cul. Donc voilà dans quelle profondeur on a été dès le premier rendez-vous. Donc moi, je lui ai expliqué un petit peu voilà, ce que j'avais vécu. Il m'a expliqué exactement ce qu'il vient de vous expliquer. Donc là, en gros, on vient de vous confier notre premier date. Je sais pas si tu veux rajouter. Moi, je terminerai juste sur le fait que après le jour où je suis passé professionnel, comme je l'avais dit aussi à ma mère, je l'avais dit à toi, j'avais comme envie évidemment de profiter chez les pros. Je me suis fixé 2 ans. J'avais dit que j'allais faire 2 ans, de voir ce que ça allait donner, de m'éclater, parce que du coup, je l'avais mérité. Et c'est là aussi où j'ai pu voir l'importance de la génétique. Car oui, j'ai réussi à devenir un athlète professionnel dans le bodybuilding. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, il me manque une compétition, c'est l'Olympia. Et je peux vous dire que quand vous êtes sur le circuit pro et que pour vous qualifier à Olympia, vous devez gagner une compétition chez les pros, là on parle de génétique. Parce que les mecs qui sont en face de vous, ils n'ont pas mes problèmes. Ils ont une génétique de fou. Par contre, ils travaillent tous comme moi. Ouais. Et là, ça fait la différence. Ça fait la différence. Et c'est là où ça devient dangereux aussi, car j'ai réussi à mettre un terme à ma carrière pour cette raison, très difficilement. Mais il y a beaucoup de personnes dans ce circuit encore qui ne s'arrêtent pas, qui tournent en boucle, alors qu'ils savent pertinemment, eux, qu'ils n'arriveront jamais à gagner une compétition chez les pros. Et là, on parle de santé, parce que évidemment qu'à ce niveau-là, votre santé est en jeu. Donc, je me félicite après coup d'avoir pris cette décision qui était, je pense, une des plus dures de ma vie. Je pense que ce qui t'a sauvé dans la décision, c'est de toujours te rappeler que j'avais réussi. Que tu avais déjà réussi et que tu avais toujours dit que ça, c'était que du kiff. Et moi, j'étais toujours là pour te le rappeler. Je ne sais pas si tu te souviens. Et c'est vrai qu'on a toujours été... je ne sais pas si j'ai été importante à ce moment-là pour toi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'essayais à chaque fois de t'éclairer. Parce que quand tu voulais y aller, même des fois, tu voulais arrêter. Et moi-même, je te disais, non, vas-y. Après coup, là, ça fait maintenant 2 ans. J'ai mis fin à ma carrière en 2023. On est en 2025 maintenant, ça fait 2 ans que j'ai stoppé ma carrière. Et comme je le dis à beaucoup de monde, ça fait 2 ans que je redécouvre la vie. C'est fort de dire ça, mais c'est ça. Lorsque vous êtes dans le bodybuilding, dans la préparation, c'est comme si vous êtes dans un tube. Vous voyez rien d'autre que la compétition, vos repas, vos entraînements. Le reste n'existe pas. Vous loupez complètement la vie, parce que finalement, vous connaissez rien d'autre que ça. Et toi, dans tout ça, tu as été en fait mon pilier, parce que tu étais la personne à laquelle je me raccrochais. On se confiait beaucoup. Et en fait, j'avais besoin de ton avis dans tout. Et tu étais la seule personne que j'écoutais. J'étais aussi la seule personne qui disait, enfin pas la seule, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais c'est pas parce que j'aime Kenny, que je vais lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Et en même temps, il apprécie, en même temps, il déteste, bien évidemment. Mais en fait, j'ai toujours été sincère dans ce que je pensais de sa première scène à laquelle j'ai participé jusqu'à la fin. Quand je te disais, non, mais là, il faut poursuivre parce que vraiment... et toi, tu voulais arrêter. Et il y a eu une fois où je me rappelle, tu devais aller à Dubaï et on était à Alicante, sauf erreur. Et là... On rentrait d'Alicante. En fait, à chaque fois, on se mettait des objectifs. Et là, tu avais dit, si je fais pas un top 5, je stoppe. Et je crois que ça a été très bien. En fait, il faut toujours se mettre des étapes dans la vie. C'est comme vous, quand vous voulez aller chercher votre objectif, avant d'aller directement vouloir atteindre l'objectif final, qui celui-là, finalement, va prendre un petit peu plus de temps, il faut toujours mettre des étapes. Et puis, des créneaux, et puis toujours des possibilités. OK, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais ? Voilà, c'est ce qui s'est passé. S'il ne faisait pas un top 5, en fait, il arrêtait. Et je lui ai dit, le top 5, je ne pouvais pas en mettre un premier. Les 5 étaient incroyables. Donc, quand tout est déjà incroyable
et que tu en as quand même un qui est deuxième, troisième, quatrième et cinquième, alors qu'ils méritent tous d'être premiers, si t'as pas la génétique, en fait, c'est pas possible. Enfin, il faut se rendre à l'évidence. Donc voilà, mais bravo pour ce sacré parcours. Je suis contente que tu en parles. Je suis plus la seule à avoir ça. Bon, maintenant, ça fait quelques temps que tu commences à en parler, mais c'est bien. Je trouve que c'est d'autant plus... enfin, ça fait tout... Pour moi, ça définit qui est Kenny, ça. C'est ça, pour moi, Kenny. C'est pas l'athlète professionnel, c'est tout ça qui a fait l'athlète professionnel. La persévérance. Ouais, Si vous voulez quelque chose, on va terminer là-dessus. Battez-vous pour l'avoir. toujours. À bientôt dans un prochain épisode.